On a un enjeu de guerre informationnelle sur l'agriculture et l'alimentation. J'entendais Benoît Biteau parler d'élevage concentrationnaire. C'est une sémantique anti-élevage. On a une exploitation d'à peu près 350 truies. C'est par le volume qu'on arrive à diminuer notre empreinte environnementale. Un steak américain n'a pas le même bilan carbone qu'un steak français. Les vaches françaises, à 85%, elles se nourrissent d'herbe. Ce que l'on ne regarde pas, c'est ce en quoi l'élevage contribue au stockage de carbone dans les sols. L'objectif ici, c'est de faire venir les vaches pour qu'elles puissent éructer, que leurs émissions soient enregistrées. On pourrait réduire de 50% sur un pas de temps, peut-être de 20-30 ans. L214 a reçu 5,8 millions de dollars d'une fondation américaine. C'est une stratégie d'affaiblissement. Oui, stratégie de guerre économique. Les Français sont complètement naïfs sur ces nouveaux principes de guerre économique. Continuons à faire les bisounours comme ça, et moi je vous donne pas cher de l'Europe et de la France dans 10 ans. L'élevage en France est-il devenu un problème? Nouveau sujet pour une nouvelle émission sur notre chaîne que vous pouvez soutenir d'abord en vous abonnant. N'hésitez pas non plus à commenter, c'est aussi un lieu de débat. Et pour nous soutenir, bien sûr, vous pouvez faire un don à l'association Écologie, Sciences et Progrès. Les coordonnées du site Helloasso s'inscriront en bas de cet écran. Nous allons avoir de nombreux sujets, de nombreux reportages et aussi des interventions de journalistes et d'un sénateur. On parle de l'élevage dans cette émission, des filières d'élevage en France, de leurs difficultés et de leurs atouts. Et on voit bien que c'est une dimension mondiale, internationale, pour tous ces enjeux autour de l'élevage. Alors, il y a une dimension internationale et l'association Les Omnivores a révélé que la principale association anti-élevage en France, L214, a un financement un petit peu exotique en provenance des États-Unis. Je vous propose d'écouter Hervé Leprince, porte-parole des Omnivores. L214, l'association antispécistes française, a reçu en novembre 2025 un versement conséquent de 5,8 millions de dollars d'une fondation américaine qui s'appelle Coefficient Giving, ex-Open Philanthropy Project. Ce financement interpelle. Pourquoi ? D'une part parce qu'il est conséquent, il est attribué sur un exercice, même si a priori c'est une somme qui va être attribuée sur plusieurs exercices chez L214, on en a bien conscience. Pour autant, en fait, quand on fait le cumul sur 10 ans de ce financement exceptionnel plus les précédents, on arrive à une somme cumulée de 12 millions de dollars offertes par une fondation américaine à une association contestataire alimentaire française. La question c'est: pourquoi des contestataires français reçoivent ou font appel à des fonds dans ce qu'il y a de plus capitaliste, dans ce qu'il y a de plus productiviste? C'est l'Amérique de Trump qui finance une association contestataire française. Et vous avez une idée de ce qui peut motiver cette fondation américaine à allouer des fonds conséquents, donc plusieurs millions d'euros, à L214 ? On se pose la question. On peut y voir une opération de déstabilisation. C'est-à-dire que cette fondation, quand on creuse un peu, quand on recherche, d'une part va financer des acteurs de la contestation alimentaire en France, mais aussi en Europe. Et que cette fondation, d'un autre côté, va financer sur 10 ans à hauteur de 43 millions de dollars dans la food tech. La food tech, c'est comment demain nous mangerons une alimentation sortie des laboratoires plutôt que d'une ferme. On parle de viande cellulaire, on parle de fermentation. Ce sont les milliardaires de la Silicon Valley qui ont monté des fondations et qui vont chercher à reproduire le modèle qu'ils ont fait sur la tech, c'est fournir des plateformes technologiques à l'ensemble de la planète sous licence. D'une part, je finance une contestation contre la production alimentaire, par exemple en Europe, et de l'autre côté, je finance les alternatives à la protéine animale naturelle, la viande, le lait, les œufs, pour demain refaire avec la food tech ce qu'ils ont fait sur la tech, c'est nous vendre une alimentation sous licence, made in USA, où les revenus arriveront en Californie. On voudrait au moins que les pouvoirs publics, nos élus se posent la question, y a-t-il une opération de déstabilisation programmée sur la production alimentaire animale en France ? Y a-t-il une déstabilisation programmée alimentaire en France, Vincent Nouveau ? Écoutez, clairement, nous, on a posé la question
Yves Bervlen l'a posé la semaine dernière en QAG au gouvernement. On n'a pas eu de réponse. Le gouvernement très embêté sur 2 points. Déstabilisation, guerre économique des Américains pour porter atteinte à l'Europe dans ses moyens de production agricole. Parce qu'on a l'excellence de 2 choses, l'agriculture et l'agroalimentaire européenne sont très puissants. Et dans le jeu mondial, les Américains n'ont pas un intérêt à avoir des producteurs en Europe. Ils veulent plutôt avoir des consommateurs sous licence. Ça a très bien été expliqué. Donc c'est une stratégie d'affaiblissement. Oui, stratégie de guerre économique. Et les Français sont complètement naïfs sur ces nouveaux principes de guerre économique. Pourtant, la DGSE le dit, mais les notes se perdent et les ministres et les premiers ministres ont autre chose à faire que de gérer ce temps long. C'est regrettable. Et deuxième point, ça nous renvoie à nous, notre capacité en France de dire on subventionne grâce à l'exonération d'impôts le fait que vous donniez 100 € à L214 sans aucune conditionnalité. Moi, je suis agriculteur, j'ai une conditionnalité des aides de la politique agricole commune. Il faut que j'entretienne le paysage, que je fasse plein de choses, protéger les arbres et tout ça. Je rends des comptes à l'État et si je ne le fais pas, j'ai des amendes. Et ces gens-là ont une exonération fiscale. Et là, la ministre était très embêtée et a baissé la tête en disant « oui, c'est la liberté d'expression ». Bah, tiens mon œil, la liberté d'expression. Grâce aux impôts, aux exonérations d'impôts, je dis juste, on leur met une nécessité de conditionnalité. Vous avez des financements américains dans votre association, vous le déclarez, vous perdez votre statut d'exonération fiscale dans le but de l'intérêt. Et je vous rappelle, on a mis cette exonération fiscale pour l'intérêt des fondations et l'intérêt de pouvoir donner à des associations qui ont des buts qui sont de protection de l'humanité, pas du tout de porter atteinte à l'humanité. L214 a tout de même le droit d'être financée par des Américains. Oui, elle n'a pas le droit d'être financée par vos impôts. Je suis désolé, moi j'assume. J'assume. Vous donnez 100 € à L214, 60% sont déduits. Déduction de vos impôts. Si vous ne payez pas d'impôts, on vous fait un chèque de 60 €. Je précise parce que L214, que nous avons sollicité pour une interview, n'a pas pu ou n'a pas voulu nous répondre, mais on a eu une réponse écrite. Il s'agit donc d'un don pour 3 ans, donc ce que disent les omnivores est juste. Hein, c'est dans la continuité directe des précédents dons qui avaient été faits par cette même organisation philanthropique américaine. Et ça représente 1,9 million de $ par an. Ce qui est quand même une somme effectivement importante, hein, ce qui permet de faire vivre cette association. Mais L214 précise que c'est 15 à 20% de ses ressources et que le reste de ses ressources provient de ces 60 000 donateurs en France. Et L214 ajoute qu'elle ne perçoit par ailleurs aucune subvention publique. Ah bah oui, l'exonération. C'est une subvention indirecte. C'est une subvention indirecte. Alors là, c'est pour ses donateurs. Non, oui, non mais voyons, non mais attendez, continuons à faire les bisounours comme ça, et moi je vous donne pas cher de l'Europe et de la France dans 10 ans. Emmanuel Ducrot. Le problème d'L214, c'est que c'est une association qui ne dit pas ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'elle prétend œuvrer pour l'amélioration de l'élevage, alors que c'est une association antispéciste et abolitionniste de l'élevage. La disparition de l'élevage. Elle veut la disparition de l'élevage. Donc en fait, quand on donne la parole aux activistes de L214, on a un double discours, c'est-à-dire qu'on pense qu'on a des gens qui viennent vous parler de meilleures conditions d'élevage, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le but affiché. Et ça a des conséquences pour nos économies, nos paysages, nos territoires, notre ruralité qui sont importantes. Il y a tromperie. En tout cas, non, il y a une forme de naïveté de la part des médias qui invitent L214 comme des experts de l'amélioration des conditions d'élevage, alors que ce n'est pas du tout le propos. Puis, les propos sont d'une violence extrême. Quand on parle, j'entendais Benoît Biteau un peu plus tôt dans cette émission parler d'élevage concentrationnaire. C'est une sémantique qui est née de ces milieux militants anti-élevage et qui infuse dans le débat public. Et ce n'est pas sain, c'est pas sain du tout. Sachant qu'en plus, L214 a beau jeu de dire que ça ne représente qu'une part de son budget, ce don d'une fondation américaine, alors qu'ils ont beaucoup de donateurs. Mais quiconque fait vivre une association, nous le faisons d'ailleurs avec Laurent pour financer cette émission, sait que c'est quand même beaucoup plus facile si on a déjà un don de 2 millions d'euros qui vient d'ailleurs en un seul bloc tous les ans, ensuite d'aller chercher des donateurs qui eux-mêmes vont pouvoir bénéficier d'une déduction fiscale. Je me suis intéressée aux finances d'L214 par le passé et effectivement, les premiers dons qui venaient des États-Unis ont été concomitants à une très très forte hausse du nombre d'adhérents. Ouais. Et là, on voit que l'association est par exemple dans une politique de recrutement actif de community managers, etc., de gens qui vont aller diffuser... Oui, c'est des équipes salariées importantes. Voilà, diffuser le message sur les réseaux sociaux, etc. Ce sont des créateurs de contenu.
Ce sont des créateurs de contenu. Vous essayez, avec votre petite entreprise, de créer des contenus de qualité. Eux, ils créent du contenu, de la fake news, de l'influence. C'est des ingérences étrangères d'influence sur notre territoire. Jusqu'à quand on va tolérer ça? Et on rappelle que donc ils ont refusé de répondre à l'interview qu'on leur proposait sur ce sujet de l'élevage. On a un double enjeu, si on dézoome un peu du simple cas de L214, on a un enjeu de guerre informationnelle sur l'agriculture et l'alimentation. Et on se rend compte ces dernières années que c'est un territoire qui a été investi par les ingérences étrangères. On l'a là sur les questions de l'élevage, on l'a sur la question des engrais. On sait qu'on a des officines russes qui se sont immiscés dans le débat public en créant de la peur, comme elle l'avait déjà fait sur les punaises de lit. C'est exactement le même schéma. Et en fait, on est, nous, Français, et peut-être Européens, dans une forme de naïveté. On est un continent qui a construit une abondance alimentaire. C'est une démarche de politique publique qui a extrêmement bien fonctionné dans l'après-guerre. On a construit une puissance agricole qui n'existait pas. On était dans une situation de dépendance au sortir de la guerre. Donc c'est une construction, c'est un bien, c'est une force. Et donc forcément, ça génère des attaques. Et là, on est dans un moment géopolitique compliqué. Et on devrait tous collectivement se rendre compte que c'est une question de défense nationale. La défense de notre production alimentaire souveraine, de la maîtrise de nos dépendances, parce qu'on ne sera jamais autosuffisant, ça on le sait, et c'est même pas souhaitable de l'être. L'agriculture, c'est du commerce, c'est pas un problème en soi. Mais il faut maîtriser nos dépendances parce que c'est un enjeu de guerre. Il y aura 10 milliards d'individus sur la planète en 2050, une planète qui sera probablement fragmentée encore plus qu'elle l'est aujourd'hui, une guerre pour la terre agricole et une guerre pour la ressource alimentaire. Et si on n'a pas compris dès maintenant qu'il faut préserver des ressources alimentaires et tout ce qui va avec le potentiel, le capital productif, les savoir-faire, on sera très très mal. Et on doit le faire comme on pense les politiques d'armement et les politiques de défense. Bon, alors ce débat a été très riche jusqu'à présent. On va se résumer un petit peu, François, de ce qu'on a découvert ou appris au cours de cette émission. La première chose, c'est que l'élevage français, il n'est pas industriel. On a été tous d'accord sur ce plateau. On n'a pas des fermes-usines en France. On a compris aussi qu'on pourrait monter en puissance, il ne suffit de pas grand-chose, d'un peu de volonté, d'un peu de loi qui aille dans le bon sens et surtout de faire appliquer les lois, que les décrets soient signés. On en a parlé avec vous, Vincent Louhault. Maintenant, on se pose la question, François, est-ce que l'élevage, qui pose donc problème à certains, ne pose pas aussi problème d'un point de vue écologique et du point de vue de nos émissions de gaz à effet de serre? Alors, je suis allé rencontrer un expert de l'Institut de l'élevage qui nous a parlé des progrès réalisés sur les émissions de méthane des vaches françaises. L'élevage bovin en France, c'est environ 12% des émissions de gaz à effet de serre. Une vache émet, selon son âge et son statut physiologique où elle se trouve, elle va émettre entre 65 grammes de méthane entérique en équivalence CO2 et 450 grammes quand elle est vache adulte en pleine lactation. D'une vache à une autre, les émissions de méthane ne sont pas identiques. Dans cette ferme expérimentale à La Roche-sur-Yon, on le mesure tous les jours. L'objectif ici, c'est de faire venir les vaches pour qu'elles puissent éructer, du coup rôter, et que leurs émissions soient enregistrées. Allez, on y va. Quand ils se rendent dans cette machine, il y a un système qui permet d'encadrer un petit peu ce qu'ils vont éructer comme gaz, et on va le mesurer à ce moment-là. Et on s'aperçoit que d'un animal à un autre, c'est pas du tout la même mesure? Et exactement, d'un animal à un autre, c'est pas du tout la même mesure. Du coup, il serait possible de sélectionner les animaux les moins émetteurs de méthane pour la reproduction. Voilà. La génétique est un premier levier de décarbonation. Ces machines-là et ces dispositifs, on les met en place également pour tester des solutions nutritionnelles, pour tester des systèmes alimentaires. Ici, on va mesurer les émissions de méthane des bovins selon leur alimentation pour optimiser ensuite la ration alimentaire. Selon le type d'alimentation, il n'y a pas les mêmes émissions de méthane entérique et donc on peut avoir une réduction de 5 à 10% de cette manière-là. Même mesure ensuite avec l'ajout de certains additifs à cette ration. Alors, selon les solutions, c'est variable, mais ça va de 5 à 50% des émissions de méthane qui peuvent être supprimées par certains additifs.
À terme, cette expérience menée dans le cadre d'un programme national Méthane 2030 permettra aux éleveurs de diminuer sensiblement les émissions de méthane de leur élevage, sans pour autant réduire la production de lait ou de viande. On estime qu'on peut atteindre les moins 30% sur un pas de temps de 10 ans en appliquant l'ensemble des solutions. Et pour aller au-delà, il faudra plus que 10 ans. En théorie, si on cumule vraiment tout ce qu'on sait aujourd'hui, on pourrait réduire de 50%. Sur un pas de temps, peut-être de 20-30 ans, quoi. Alors Vincent Louot, quand on voit les progrès que l'on peut déjà atteindre, que l'on pourrait atteindre dans le futur grâce à l'innovation technologique, à la recherche scientifique, à des nouveaux process, peut-être aussi des nouvelles pratiques dans l'élevage. Vous qui êtes, là je m'adresse plutôt à l'éleveur qu'au sénateur, est-ce que vous dites, voilà, c'est aussi une réponse concrète au débat sur l'impact climatique de l'élevage? Ceux qui nous attaquent sur tous les points, et là on en est à parler de ce que les vaches rotent. Parce que c'est vrai que le méthane est un gaz à effet de serre qui est beaucoup plus puissant que le CO2. Il se disperse plus vite dans l'atmosphère, mais il a un effet de serre plus fort. Il a un effet de serre plus fort. J'ai envie de dire, dans l'histoire de l'humanité, on a eu d'autres animaux qui ont fait du méthane, et ça n'a pas posé plus de problèmes que ça. Dont acte, la technologie, la science, il nous l'explique, va réussir à résoudre le problème. Moi, je crois en ça. Je crois aux techniques génétiques pour améliorer les choses. Le CRISPR, les NTG sur l'alimentation, avoir de l'herbe qui soit adaptée pour justement empêcher ce méthane. Le microbiote de la vache qu'on pourra ensemencer pour faire descendre en fait la production de méthane. Donc moi, je crois, et contrairement à ceux qui ne croient plus en rien, juste que le ciel va leur tomber sur la tête, moi je crois qu'on va trouver des solutions à tous les problèmes complexes qui arrivent demain. Vous êtes un techno-solutionniste. Oui, mais je ne veux pas qu'on dise non mais l'autre, il croit encore que la science va tout résoudre. Oui, parce que j'ai des amis qui cherchent à faire des reins de cochons transgéniques pour éviter que les gens fassent des dialyses. J'y crois. Je crois au fait que dans une semaine, on m'implante une puce pour contrôler mon cœur pendant 3 mois. Beaucoup de choses sont en train de changer. Seulement, le problème, c'est que ceux qui nous vendent du doute et de la peur ne croient plus en rien. Donc, on va trouver des solutions aux problèmes complexes, mais avec aussi une solution qui est majeure, ça s'appelle l'aménagement du territoire. J'étais hier à Aix-en-Provence. Si vous n'avez pas les chèvres qui broutent la garrigue, elles crament la garrigue. Tous les 15 ans, tout crame. Et si vous n'avez pas les vaches en creuse pour manger l'herbe, vous allez avoir quoi à la place? De la forêt. De la forêt qui cramera aussi tous les 25 ans, parce que même la forêt, je vous signale qu'aujourd'hui, un forestier, il ne peut même plus bûcheronner dans sa forêt, parce que quand c'est trop humide, il n'a pas le droit, quand c'est trop sec, il n'a pas le droit, et à la fin, s'il y a un piaf dans l'arbre, il n'a plus le droit de toucher à la forêt. Et ils n'ont plus que quelques mois d'exploitation de la forêt. Non mais vous rigolez, mais moi, ça ne me fait pas vraiment rire, parce que c'est ça la vie du parlementaire, où les entreprises l'appellent pour lui dire on est en train de mourir. C'est ça la vie de tous ces professionnels. Et de tous ces professionnels les qui professionnels forestiers sont attaqués comme les éleveurs. Voilà, les forestiers sont attaqués exactement comme les éleveurs. Et tuer un arbre, ils emploient ce langage, le fait de tuer un arbre. Vous savez, il y a ceux qui sont amoureux des arbres, qui les enlacent, qui reprennent de l'énergie avec l'arbre. Alors imaginez quand vous faites un génocide, quand vous tuez des arbres et que vous coupez une forêt. Donc, encore une fois, il faut qu'on trouve des solutions, il faut nous laisser du temps. On va trouver les solutions et on va écrire une partition qui est belle, en fait. Petite parenthèse, d'ailleurs, souvenez-vous qu'il y a quelques années, L214, relayé par beaucoup de médias, par Hugo Clément et d'autres, avait dénoncé les vaches labos. C'est-à-dire l'idée que, justement, on faisait trop de recherche parce que empêcher la recherche, c'est aussi empêcher l'amélioration. Alors, Emmanuel Ducrot, est-ce qu'on peut espérer qu'il y aura vraiment une amélioration du bilan carbone, du bilan écologique global vis-à-vis de la contribution de l'élevage au dérèglement climatique? Oui, alors déjà, on sait que le bilan des vaches françaises, européennes et singulièrement françaises, est vraiment très inférieur à ce qui peut être ailleurs dans le monde. Ça, on peut le chiffrer. On le chiffre au litre de lait, par exemple, on est sur des ratios de 1 à 5, 1 à 10, etc. Un steak américain n'a pas le même bilan carbone qu'un steak français. Non, et ça vient essentiellement de la manière dont on élève les animaux. Les vaches françaises, à 80-85%, elles se nourrissent d'herbe. Elles sont dehors. Donc en fait, il faut inclure dans le calcul de leur bilan carbone le fait que la prairie, c'est un puits à carbone. Donc en fait, ça fait considérablement baisser le bilan. Et je me rappelle, il y a quelques années, j'avais déjeuné avec Agnès Pannier-Runacher, qui était alors ministre de la Transition écologique et qui avait dû demander à ses équipes de recalculer
les bilans carbone de l'élevage parce qu'on ne prenait jamais en compte ça, le fait que l'élevage extensif, la prairie, etc., c'est du carbone qui est absorbé. Voilà. Et donc, il faut retrancher des émissions. Il y a aussi d'améliorer les techniques d'élevage parce que, par exemple, on sait qu'en jouant sur l'âge des animaux, sur la productivité laitière, par exemple, on peut faire baisser le bilan carbone à l'unité produite, ce qui est un bon outil de mesure. Alors j'ai pu interroger un autre expert de l'Institut de l'élevage, Jean-Baptiste Dolé. Lui, il estime qu'on néglige justement trop souvent les apports de l'élevage en termes écologiques. Écoutez-le. On ne peut pas uniquement parler de transition carbone, c'est-à-dire qu'il faut considérer les émissions de gaz à effet de serre, le stockage de carbone, la préservation des paysages, la préservation de la biodiversité, la préservation de la fertilité des sols, de la qualité de l'eau, etc. Il y a tous ces enjeux-là. Et même sur les émissions de gaz à effet de serre, il ne faudrait pas se contenter des raisonnements parfois simplistes de ceux qui voudraient imposer aux autres de ne plus manger de viande pour cette raison. Par rapport à la thématique de l'élevage, alors depuis les années 2006, effectivement, il est dit dans la presse ici et là qu'il faut réduire absolument l'activité d'élevage pour résoudre le problème du changement climatique. Or, en fait, cette analyse-là est réalisée uniquement en considérant les émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que la contribution de l'élevage aux émissions de méthane, de protoxyde d'azote et de gaz carbonique. Ce que l'on ne regarde pas, c'est ce en quoi l'élevage contribue au stockage de carbone dans les sols. Les prairies françaises où vivent les troupeaux de vaches sont des puits de carbone. En fait, la prairie couvre le sol toute l'année, elle n'est pas retournée, et donc en fait son système racinaire permet, de par la photosynthèse, de stocker du carbone de façon pérenne dans ces sols. Le stockage de carbone est permanent dans les sols aujourd'hui. On a des niveaux de stock dans les sols de polyculture élevage identiques à la forêt. Donc si on préserve ces surfaces, on préserve le stock. Alors il y a des travaux qui ont été réalisés récemment par l'INRAE et auxquels on contribue, qui permettent aussi de voir qu'une partie du carbone stocké dans les 30 premiers centimètres de sol migre en profondeur. Et donc là, pour le coup, c'est du stockage de carbone pérenne, permanent. Ça veut dire que le poids, ou en tout cas l'impact carbone de l'élevage, il est moindre que ce que l'on veut bien nous dire. Bien sûr. Donc en fait, on a une compensation qui est importante. Donc tout l'enjeu, c'est de préserver les prairies et de préserver les pratiques dans ces exploitations de polyculture élevage. Imaginons que l'on supprime l'élevage. Vous retournez les prairies, vous relarguez tout le CO2 dans l'atmosphère. Et donc là, en fait, cette capacité du sol à stocker du carbone, vous perdez en fait cette capacité. Et vous pouvez provoquer un emballement du changement climatique. C'est tout à fait en lien avec la déforestation. Lorsque l'on déforeste, on relargue du carbone en quantité très importante. Les propos de Jean-Baptiste Dolé, ils permettent à la fois d'avoir de l'espoir sur l'utilité de l'élevage, mais surtout, j'ai l'impression que ça permet de regarder l'élevage dans un cadre beaucoup plus large, et pas simplement de dire il y a les émissions de gaz à effet de serre de la vache, il y a une contribution globale, négative pour une part, positif pour une grande part. Emma Ducrot, est-ce que c'est un message qu'on arrive à faire passer auprès du public dans les médias? Alors, je pense qu'il faut peut-être le marteler un peu plus. Là, on parle bien d'élevage bovin et on peut aussi parler d'élevage ovin puisque c'est un élevage qui est extrêmement extensif en France. Enfin, donc les moutons. Voilà, mais bon, on est sur de l'estive, c'est un peu différent, mais enfin, on est sur de l'élevage extrêmement extensif. Et en fait, il y a plusieurs dimensions. C'est extrêmement intéressant ce témoignage de M. Dolé, là. D'une part, donc, la prise en compte de la prairie comme un bien écologique extrêmement intéressant en termes de carbone, en termes de biodiversité, parce qu'une prairie, c'est quand même aussi une réserve de biodiversité, en termes de filtration de l'eau, c'est extrêmement important. Et on sait désormais que si on supprime l'élevage extensif bovin de toutes les zones de moyenne montagne, parce que c'est là qu'il est essentiellement en France, dans les zones de moyenne montagne, on se retrouve avec plusieurs problèmes. Le premier, c'est le refermement des paysages. C'est-à-dire que très vite, on n'a rien qui s'installe à la place de ces... On n'a rien qui s'installe à la place des prairies. Il n'y aura pas d'autres cultures. Non, 75% de ces terres qui sont utilisées comme des prairies permanentes, elles ne peuvent pas être travaillées pour autre chose. Et la part qu'il est, c'est des zones très très peu productives, donc qui demandent une débauche d'énergie, d'engrais, etc. Donc en fait, on ne peut pas remplacer l'élevage par de la culture de céréales ou même de céréales très rustiques. Ça ne marche pas très bien. C'est souvent trop haut pour faire du blé. Enfin, ça ne fonctionne pas. Donc quand un élevage bovin de moyenne montagne ferme, il n'y a rien qui s'installe.
Rien. Il y a de la friche, Alors, du taillis, de la puis, broussaille, une forme de forêt de mauvaise qualité. de mauvaise qualité, où elle prend des décennies. Et donc, ça pose des problèmes, par exemple, de gestion des feux de forêt. Ça génère aussi des questions de gestion de l'eau, puisque c'est de l'eau qui n'est plus filtrée de la même manière, qui n'est plus retenue de la même manière. Donc, en fait, on a comme ça des bouleversements de paysages qui ont été façonnés par l'homme depuis des millénaires, avec des conséquences en chaîne qu'on ne maîtrise vraiment pas très, très bien. Donc, il faut prendre en compte aussi ces contributions. Et quand on parle de durabilité de l'agriculture, on doit parler de durabilité environnementale, mais on doit aussi parler de durabilité économique et de durabilité sociale. Et là, quand on est sur la destruction de l'élevage extensif bovin, on touche à ces 3 piliers à la fois. Et est-ce que ces dernières semaines, avec le blocage du droit d'Ormuz, on a eu l'impression que certains journalistes, certains médias redécouvraient les vertus des effluents d'élevage comme engrais, comme apport pour le sol. Là aussi, la polyculture élevage qui est souvent mise en avant comme positive, en fait, c'est concrètement, c'est le fait qu'il y ait sur nos territoires de l'élevage à côté d'autres cultures céréalières. Les journalistes ont été d'une stupidité, vraiment d'une stupidité. Pas tous. Pas tous. Sur le fait de découvrir le fait qu'on utilisait les effluents d'élevage, en fait, les lisiers et le caca de la bouche de vache. Comme on etc. utilise, je le rappelle pour tous les citadins qui oublient, que nous utilisons en agricole 80% des bouts de stations d'épuration de vos toilettes. C'est le retour à la terre. C'est le retour à la terre. Et c'est un service qu'on rend quasiment gratuitement. Et là, on n'entend personne se plaindre sur le fait que oui, on retrouve réellement vos antibiotiques dans votre caca, ou on se réveille. Ceci dit, les autorités sanitaires sont de plus en plus strictes, ce qui pourrait amener à ne malheureusement plus utiliser comme ça on le mettra ce retour à la terre. Dans un incinérateur, ce qui ne sera pas très intelligent, catastrophique mais faudra du point de vue écologique. Donc aujourd'hui, on a cette capacité à vraiment avoir de l'aménagement du territoire grâce à l'élevage, et il faut arrêter de se poser des questions qui restent epsilon par rapport aux enjeux dont on parle sur les gaz à effet de serre et sur le carbone. En fait, on ne peut pas voir les petites lignes qui posent problème et en laissant parfois le mammouth dans la pièce, quoi. Parce que ça, c'est très franco-français. Il faut arrêter de se focaliser sur des Foutez problèmes la paix aux ponctuels vaches. et reprendre... Foutez la paix aux vaches. Électrifions ArcelorMittal, les plus grands producteurs de carbone, les gaz à effet de serre, c'est un autre sujet, mais en fait, foutez la paix à nos vaches. Moi, j'ai envie de vous dire ça. Alors, il y a une autre filière d'élevage qui est souvent critiquée. On a parlé de la Bretagne, c'est l'élevage porcin. Et Laurent, vous êtes allé à la rencontre d'un éleveur de porc en Bretagne. Alors sur cette ferme, donc on est 3 associés aujourd'hui. Donc il y a moi, mon frère et mon épouse. On a une structure, une exploitation d'à peu près 340-350 truies, donc mères, et un peu plus de 300 hectares de culture. Voici une exploitation rentable en Bretagne, mais aussi tournée vers le respect de l'environnement. Et c'est justement parce qu'elle est rentable et de taille suffisante qu'elle peut être écologique. C'est par le volume qu'on arrive à diminuer notre empreinte environnementale. En produisant plus, on peut faire des bâtiments de meilleure qualité avec des systèmes de raclage qui absorbent l'azote ou le phosphore. On peut faire des bâtiments aussi qui permettent de décarboner une partie de l'élevage. Donc en fait, vous avez besoin d'avoir un niveau de production qui autorise des investissements. Produire plus nous permet d'amortir, si on veut, des équipements de meilleure qualité. On a besoin d'écraser les coûts de ces bâtiments et de tout ce côté environnement. Tous nos animaux ne reçoivent pas de traitement antibiotique. Alors, est-ce que les éleveurs de porcs comme Cédric parviennent vraiment à ne plus polluer l'environnement? Les eaux notamment. Sur notre élevage, nous, la partie azote, c'est-à-dire les effluents, les déjections des animaux qu'on épand sur nos terres, on est sur des niveaux de 115-120 kg d'azote à l'hectare, quand la directive européenne nous autorise 170. Donc on est plutôt sur des niveaux très très bas. Après, tous les effluents sont épandus sur nos céréales, sur notre maïs, aux dates d'épandage qui permettent d'optimiser l'absorption par les plantes. Le lessivage est très très limité et on n'a qu'à regarder les données qu'on a sur les cours d'eau depuis 20 ans, 30 ans, avec tous les efforts qui ont été faits, on a des cours d'eau qui sont totalement récupérés aujourd'hui. Quels sont les leviers sur lesquels vous pouvez jouer pour essayer de décarboner votre élevage? On a réduit notre empreinte carbone de 25% par rapport à la moyenne, grâce à notre méthanisation collective et les bouts qu'on sépare de l'urine, quoi. Et on continue, on n'a pris que quelques données, parce qu'on ne prend pas encore en compte la partie culture végétale. Nos cultures sont fertilisées avec nos engrais organiques, pour une très grosse partie. Donc on ne prend pas encore tout ça. Donc je pense que demain, quand on va réussir à faire tous ces calculs, on va arriver sur des niveaux
très très bon, quoi. Alors on le voit avec l'exemple de cet agriculteur en Bretagne, Cédric Lemay, quand les éleveurs ont les moyens d'investir, eh bien ils progressent dans la décarbonation. J'ai envie de dire, c'est le nerf de la guerre, Vincent Louot. Quand une entreprise, quelle qu'elle soit, gagne sa vie, elle investit pour son entreprise, pour l'innovation et pour l'amélioration. Ça, c'est le niveau CAP de l'économie. Quand un secteur économique commence à mourir, à être en difficulté, il arrête d'investir, il arrête d'innover, il se recroqueville sur lui-même. Et on commence à voir les difficultés dans le monde économique qu'on connaît sur tous les secteurs de notre économie. Donc ce qu'on vient de voir, c'est la beauté du fait que quand on a de la rentabilité de la ferme France, automatiquement on a des améliorations, on a des agriculteurs qui sont heureux de participer à l'amélioration du bien-être animal, d'avoir des meilleurs produits, de pouvoir se payer la rénovation de la ferme, d'un nouveau bâtiment, le fait de mieux entretenir les haies, parce qu'il faut quand même les entretenir. Mais quand vous n'avez plus de fric et que votre schéma économique, une ferme qui fait 400 000 € de chiffre d'affaires, comme la mienne, se retrouve à faire moins 40 000 € depuis 3 ans, eh bien, évidemment, vous n'avez plus de schéma économique et vous arrêtez d'investir. Vous ne pouvez plus progresser. Vous ne pouvez plus progresser. Et un industriel agroalimentaire a le même problème. Il fait vieillir sa chaîne industriel, et après, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme son usine et il la délocalise en Espagne, en Italie ou en Pologne. Donc j'ai envie de dire bravo à ces éleveurs qui au moins nous donnent un peu d'espoir et nous donnent aussi la beauté de la vie économique dans ce pays. Alors Emma Ducrot, la filière porcine, est-ce qu'on peut dire que c'est une des filières d'élevage en France qui a fait le plus d'efforts alors qu'elle a peut-être encore aux yeux de beaucoup de gens une mauvaise image, hein. Les élevages de porcs en Bretagne sont souvent associés à une image négative. Alors c'est toujours perfectible, hein, évidemment, mais oui, je pense que c'est une des filières qui a fait le plus d'efforts et d'innovation en termes de bien-être animal et de gestion des effluents. En quelques années, on a quasiment éradiqué l'usage des antibiotiques, c'est-à-dire qu'on en utilise encore quand les animaux sont malades, mais c'est exceptionnel. Et la diminution des usages d'antibiotiques sur les filières porcines est drastique. Et je pense que c'est une des filières qui a fait le plus d'efforts. Et alors, on diminue les antibiotiques dans l'élevage porcin en améliorant le bien-être animal, en donnant plus d'espace aux animaux, en faisant en sorte qu'ils se blessent moins, en donnant aux porcs des activités. Enfin, on pense à ça quand on parle d'éthologie de bien-être animal. Et on a aussi fait beaucoup d'innovations sur la fin de la castration des porcelets. Donc ça, c'était un travail qui est en cours et qui implique aussi de travailler sur la génétique, sur le bien-être des animaux et puis sur ce qu'on appelle la codectomie, c'est-à-dire le fait qu'on leur coupe la queue. Les porcs ont tendance à se manger la queue quand ils s'ennuient, donc, et ça génère des infections, etc. Donc travailler sur la fin de l'ablation de la queue des porcs, c'est une manière d'améliorer leur sort et leur bien-être et d'utiliser moins d'antibiotiques. Et cette filière s'est massivement investie là-dedans, de la même manière qu'elle gère beaucoup mieux les effluents, avec des méthaniseurs, avec des épandages, etc. Donc oui, c'est une filière qui a fait beaucoup de progrès. Et alors, il y a une chose qui est très intéressante dans ce que dit Cédric Lemay, c'est qu'il faut écraser les coûts de production, c'est-à-dire les répartir sur plus d'animaux, pour pouvoir investir et dans le bien-être animal et dans l'environnement. Et on se souviendra de la députée Sandrine Rousseau qui expliquait qu'elle se foutait de la rentabilité des agriculteurs. Ce qui revient à dire, cette phrase est particulièrement stupide, elle revient à dire « je me fous de l'investissement environnemental et je me fous de la capacité à investir dans le bien-être animal ». Et je me fous accessoirement du bien-être de l'éleveur. Bon, alors depuis, elle a dit qu'il fallait mettre sur la carte des restaurants à la place de viande, cadavres d'animaux. Je pense donc qu'on est dans une escalade la course à la radicalité. On est dans une escalade de l'idiotie, mais il faut penser à ça quand on a déjà, ça bat en brèche l'idée qu'un élevage rentable et qui fait vivre un éleveur est un petit élevage. C'est pas forcément vrai. Oui, il y a des modèles qui le permettent. C'est un élevage au rabais. Exactement. Un élevage rentable, c'est un élevage au rabais. Eh bien, pas forcément. La rentabilité d'un éleveur, elle repose aussi sur le fait qu'il a des animaux en bonne santé, qui ne lui coûtent pas très cher en vétérinaire, et des animaux qui produisent une viande de bonne qualité parce qu'elle se vend mieux. Enfin, je veux dire, c'est un deal qui est gagnant-gagnant. Alors, je sais que c'est compliqué dans l'esprit de certaines personnes qui pensent que la massification, c'est forcément tirer vers le bas. C'est aussi des animaux mieux suivis, mieux soignés, etc. Enfin, ça fait partie de l'équation. Ce bon équilibre entre l'économique, l'écologique, le social, c'est aussi ce que dit le sénateur Henri Cabanel, un de vos collègues du sud de la France, de sensibilité de gauche, lui aussi viticulteur, et vous êtes allé l'interroger, Laurent, au Sénat. De 2014 à 2024, on perd 100 000 fermes. 27 fermes
disparaissent tous les jours. On fait quoi ? Le sénateur radical Henri Cabanel est l'un des rares à gauche à soutenir la loi d'urgence agricole et à défendre les agriculteurs et les éleveurs. Et pourtant, il est viticulteur en bio et se dit favorable à l'écologie. Je suis pour l'écologie. Sauf que c'est les curseurs qui doivent être, à un moment donné ou à un autre, le plus équilibré possible pour que tout le monde soit gagnant. À la fois l'écologie, à la fois la santé et à la fois l'économique. Selon lui, en France, on impose trop de contraintes à nos éleveurs. Il faut quand même que les gens sachent que la réglementation actuellement qui est appliquée en France pour l'agrandissement d'une ferme, c'est similaire donc à l'installation d'une industrie lourde sur un territoire, avec les mêmes règles. Ouais. Donc forcément, c'est impossible, ça ne va pas. Aujourd'hui, quel est le constat ? Moins de fermes, moins d'agriculteurs, moins de production. Et on veut quoi ? Se nourrir avec des produits étrangers ? Moi, je ne veux pas. Je veux que la France reste un pays compétitif. Je veux que la France soit encore le premier pays européen agricole. Et pour ça, il faut donner de la souplesse qu'apportera certainement cette loi. Si je résume votre façon de penser, vous dites que globalement, on peut progresser vers l'écologie, mais sans distorsion avec l'économie. Et vous considérez que si on fait un grand bond en avant en faveur de l'écologie et qu'on interdit tout un tas de trucs, on va tuer nos filières, on va encourager les importations. C'est ça. Et on ne maîtrisera pas la qualité des aliments que l'on consommera, puisqu'on importera ce qu'on a bien envie de nous importer. Donc, moi, pour résumer, je considère que l'écologie, c'est important, au même titre que la santé et au même titre que l'économie. Et il faut qu'il y ait un équilibre subtil qu'on puisse avoir pour améliorer tout ça, pour que tout le monde soit gagnant, en fait. Alors, vous avez remarqué qu'à gauche, votre position, elle est peut-être un peu en décalage avec ce qu'est la gauche aujourd'hui. Alors moi, je suis quelqu'un qui vient de gauche, je me revendique de gauche, mais je suis pragmatique. Voilà. On ne peut pas dire tout et son contraire. Alors, avec les propos d'Henri Cabanel, on voit qu'à gauche, certains peuvent peut-être vous rejoindre, Vincent Louot, dans la défense de l'agriculture et de l'élevage. Est-ce que demain, il y aura des majorités transpartisanes possibles avec la gauche pour défendre l'élevage ? Vous savez, mon collègue sénateur, Henri Cabanel, déjà vous l'entendez, il est pragmatique, c'est un vrai mec bien, c'est un vrai mec de gauche, il est le seul au Sénat. Tous les autres votent contre tous les amendements proposés par Duplon, Ménanville, moi, quelques-uns de son groupe nous suivent, mais tout la gauche, le Parti même socialiste... Même chez les socialistes, il y a plus de défenseurs de l'agriculture. Non, parce que les socialistes ont perdu leur cœur de socialistes et maintenant ils sont socialistes et écologistes. Bon alors, et donc, ça permettra de répondre, mais... Non mais moi je leur ai déjà dit, jamais ils n'ont voté pendant le PLOA, pendant la loi Duplon, un seul amendement constructif avec la majorité ou les minorités. Tout ce qu'ils le font comme amendement sont des amendements de complexification, d'amende contre les agriculteurs, de défense des lois ubuesques sur le cadmium, sur la qualité des sols, sur le fait de porter encore plus d'entraves à l'agriculture. Ça, c'est un principe de réalité. Donc je remercie Henri Cabanel d'être solidaire avec nous, parce que c'est dur, avec Duplon, avec Ménonville, je suis avec eux pour la loi Duplon 2. Henri a voulu s'y mettre de façon très pragmatique et de façon en fait, qui montre qu'on n'est pas tous que des gros lourds qui voulons bousiller la planète et filer le cancer aux gens, c'est ce qu'on entend matin, midi et soir quand même, et qu'il faut vraiment élever le débat. Ce principe de précaution, ce principe de dire on a peur que le ciel nous tombe sur la tête est en train de devenir mortifère dans un débat politique qui devient complètement irrationnel. Emma Ducrot, vous qui suivez aussi la vie politique française pour le journal L'Opinion, comment vous voyez ça, ce clivage autour de l'agriculture ? La gauche dans son ensemble s'est alignée en quelque sorte sur les positions d'Europe Écologie Les Verts, des ONG écolos, de la décroissance finalement ? Je m'explique pas, vraiment je m'explique pas parce que je pense que ça dénote d'un manque d'intérêt pour les faits. Il faut rappeler des faits, hein. On élève en France 820 millions de volailles par an et on en importe à peu près autant. On a besoin de 15 milliards d'œufs par an
Voilà, donc moi je veux bien qu'on m'explique qu'on fera ça avec des poulaillers au fond du jardin. Il y a simplement une méconnaissance des besoins d'une nation. C'est une forme de déni, en fait. Oui, et on a un problème de politique publique qui émane de tout ça. C'est-à-dire qu'on met en place des politiques, on vote des lois qui vont contre la simple nécessité de nourrir le pays. Mais moi, je pose simplement des règles de 3. Comment est-ce qu'on produit 15 milliards d'œufs avec des élevages de 100 poules ? Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce que déjà on a une idée des surfaces que ça nécessite ? Enfin, voilà, juste ça. On veut de l'élevage label rouge pour les volailles, très bien. Ça implique d'énormes surfaces de terre pour élever ces volailles en plein air. Est-ce que simplement quelqu'un fait des ratios qui traduisent en chiffres et en faits ces espèces de délire de pureté agricolo-environnementale ? Ça n'a pas de traduction rationnelle. Emma Ducrot, vous parlez des œufs. On a justement une anecdote qui est assez croustillante de la part du sénateur Henri Cabanel, que ses amis écologistes ont invité à aller voir un nouvel élevage de poules pondeuses dans son département, et je vous propose de l'écouter. Il y a une semaine, j'étais invité donc dans une municipalité qui vient d'être reprise par des gens plutôt de gauche, écologistes, et nous sommes allés visiter 2 exploitations. Donc une qui fait des poules pondeuses et une autre qui fait de la vigne. Restons sur les poules pondeuses. Une dame qui travaillait ici dans une grande société de mode. Nous sommes allés voir cet élevage qui est quand même assez vertueux parce qu'ils ont mis en place donc, des poulaillers qui sont amovibles et donc sur un élevage de 1350 poules pondeuses. Elle fait tout toute seule. Elle confectionne tout, c'est-à-dire qu'elle récupère les œufs, elle les calibre et elle les confectionne. Et ça lui prend donc la journée entière. Elle commence à la levée du jour et elle finit très tard. Et je dis, mais alors vous en sortez quel revenu vous sortez ? Elle me dit, je vais être honnête avec vous, je sors 700 € par mois. Bah, c'est pas suffisant. 700 €. C'est une dame qui doit faire 70 heures par semaine. Donc ça, c'est pas un modèle qu'il faut ériger en exemple pour les autres. Donc c'est un modèle, effectivement, qui permet donc un élevage de qualité, avec des poules qui sortent dehors, etc. Mais à un moment donné, si vous voulez, entre l'environnement, la qualité et l'économie, il n'y a que le fait d'augmenter un petit peu le nombre de têtes de poules pour arriver à un rendement qui permette effectivement un revenu convenable pour l'agricultrice. On a un enjeu de renouvellement des agriculteurs de ce pays, vous le savez très bien. Bien sûr. Et donc pour inciter les jeunes à s'installer, il ne faut pas leur promettre 700 € de revenus comme cette municipalité dont vous me parlez, voilà. Mais il faut qu'ils puissent s'en sortir financièrement et vivre décemment de leur activité. Et investir sur son exploitation. Témoignage intéressant parce que cet exemple, c'est peut-être la ferme dont parlait Benoît Biteau quand il a été interrogé par Laurent à l'Assemblée nationale, la petite ferme, encore que pour des gens, peut-être que 1000 poules, c'est déjà énorme. Hein, et cette personne n'arrive pas, en fait, à se verser un revenu décent, hein, puisqu'on est à même pas 75% du SMIC, 50%, avec cet élevage de 2200 poules. Comment on peut reconnecter la réalité économique avec les images que l'on a autour de l'agriculture et de l'élevage ? Il faut arrêter de raconter des carambouilles, déjà, comme M. Biteau. Après, il faut arrêter aussi avec ces municipalités qui se croient être capables de se mettre à produire des légumes, avec des fermes communales dignes du Soviet suprême, qui produisent au final rien et qui produisent... Vous savez, les légumes, c'est quand même une grosse production juillet-août. Ah bah c'est bête, toutes les écoles sont fermées. Non mais... Et tout ça... Faire des conserves. Non mais on peut faire... Ah oui, il faut la conserverie à côté. Bah oui, on peut voir une chaîne totale de rêveurs. Mais au bout du compte, la terre est basse, les mauvaises herbes poussent beaucoup, et que la réalité de l'agriculture, c'est autre chose que de décréter qu'on va créer 300 000 emplois, comme certains partis politiques, de façon très communiste. Oui, c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Je crois qu'il parle même de 400 000 emplois que l'on pourrait créer dans l'agriculture dès demain en faisant des petites fermes. On va les attacher, les gens, les jeunes, et 70 heures par semaine pour gagner 700 €. Il va peut-être falloir se réveiller un peu. Les agriculteurs ont le droit aussi de se regrouper pour faire peut-être des fermes de 1000 vaches, pour pouvoir aussi avoir des week-ends et de ne pas être obligé de travailler 365 jours sur 365. Certains le font en élevage laitier, je suis désolé de le dire, certains le font, et parce qu'il n'y a pas de service de remplacement. Donc,
Aujourd'hui, il faut juste ramener un peu de bon sens sur ce qu'est une entreprise, la massification. On le dit, un élevage de poulets, pourquoi à la fin ils sont sur une feuille A4 ? Parce qu'ils ont grossi, c'est les 5, 6, 10 derniers jours. Avant, ils ont plus de place. Et pourquoi on fait ça ? C'est que si vous mettez le poulet en plein air, déjà tous les soirs, il faut les rentrer, autrement le renard, il bouffe tout. Et que le poulet, il ne va pas grossir. Pourquoi ? Parce qu'il va galoper toute la journée dehors. Et que tout ça, ça coûte de l'argent. Parce que vous lui mettez de l'énergie. Alors on lui donne de l'énergie, c'est-à-dire sa nourriture, pour qu'il fasse de la chair. Et au bout de 50 jours, on a un poulet de chair et il finit dans votre assiette. Si vous le faites galoper, déjà il faut 70 jours pour arriver quasiment au même poids. Et il a consommé 2 fois plus d'aliments. Donc le coût, automatiquement, c'est QFD. Il est beaucoup plus cher. Donc pourquoi on n'est pas complètement débiles, nous les agriculteurs, à se dire on va mettre des poulets serrés sur des feuilles A4 ? Non, on aimerait bien pouvoir les lâcher. Déjà, il y a beaucoup de prédateurs. Et enfin, c'est qu'on n'est pas compétitif. Donc ces choses très basiques, de niveau très basique d'économie de base, il faut quand même qu'on se les réapprenne. Avec des élus qui arrêtent de nous raconter des carambouilles, parce que localement, ils écoutent les élus nationaux. Et on a bien compris que quand la tête n'allait pas au niveau national, le corps ne pouvait pas bien aller au niveau local. Alors, donc Henri nous a donné un parfait exemple. Alors ce que nous a dit Henri Cabanel, ça pose aussi la question de la montée en gamme de l'agriculture qu'on a décrétée il y a quelques années. Est-ce que c'était une bonne idée de tout réduire pour être plus qualitatif dans l'agriculture ? Avec l'idée qu'on arriverait à vendre plus cher, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors en fait, c'est pas forcément une mauvaise idée, mais on a un trou dans le raisonnement. Le trou de raisonnement, c'est pour qui on produit. Voilà, et qui achète quoi ? Et le consommateur français, il est souvent, il est parfois un peu pas très cohérent avec lui-même, c'est-à-dire qu'il a des souhaits et puis il a un budget. Et puis il a aussi des temps de sa vie qui font qu'il a une famille nombreuse et qu'il ne va pas faire tous les jours du poulet label rouge qui coûte 30 € le kilo. En fait, je crois qu'en fait, si on veut sortir de cette idéologie qui est dure, là, au front, le réel, c'est quand on se cogne, hein, et quand on fait 70 heures par semaine, ou je sais pas, pour 750 €, c'est qu'on s'est cogné quand même au mur de la réalité. Il faut qu'on arrête de dire qu'il y a un seul modèle d'agriculture à déployer sur toute la France qui réglerait toutes les solutions. On peut avoir 1000 poules et avoir sa clientèle et avoir un mode de vie qui convient, et c'est très bien. Il faut avoir un plan économique pour son exploitation, et si on en est content, c'est très bien. Mais ce n'est pas généralisable, ça n'est pas souhaitable en termes de bien-être pour les éleveurs, parce que quand même, moi j'appelle ça de l'esclavage, mais après si cette dame est contente, tant mieux pour elle, mais on ne peut pas promouvoir ça comme un modèle de travail. Enfin, je veux dire, on n'accepterait jamais ça, un syndicat n'accepterait jamais ça pour des ouvriers dans une usine. Au nom de quoi est-ce qu'on devrait l'accepter dans l'agriculture ? Enfin, je veux dire, c'est délirant, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette pensée-là face à la production. On peut pas, ça ne colle pas. C'est le syndrome un peu du master poulet, vous voyez, on est capable de promouvoir un mode de consommation déconnant, c'est-à-dire du poulet d'importation de très mauvaise qualité dans un bain de friture, et en même temps de promouvoir ce genre d'élevage. Je veux dire, ça ne colle pas. Oui, ça fait référence à la polémique qu'il y a eu autour de Master Poulet, où les élus LFI ont pris fait et cause pour cette enseigne parce qu'ils sont en combat avec le maire de Saint-Ouen qui lui est socialiste et qui lui voulait limiter ce type de commerce dans sa ville. Et les élus LFI, d'un seul coup, ont trouvé que des vertus à Master Poulet sans plus poser aucune question sur l'origine des poulets. Je crois qu'il faut comprendre que l'élevage en France, il est extrêmement divers, il est extrêmement complexe, il est extrêmement adapté à des territoires qui ont des configurations extrêmement différentes. On parlait tout à l'heure de l'élevage de moyenne montagne, forcément c'est un élevage bovin, laitier ou allaitant, etc., qui est bien adapté à là. La Bretagne a fait des poulets parce que il y avait aussi des céréales qui n'étaient pas très loin. Enfin, il y a des réalités socio-économiques et géographiques qu'on n'arasera pas. Mais il faut aussi comprendre qu'à côté des petits élevages de très bonne qualité qui sont la fierté de la France, je veux dire qu'on ait des très très beaux poulets dans la Bresse, c'est fantastique, il faut conserver, il y a une clientèle pour ça, il y a des moments de la vie où on va consommer ce genre de poulet parce qu'on va faire un très bon restaurant, on va faire un très bon dîner pour célébrer quelque chose, et puis on a notre quotidien où on va manger des choses qui sont peut-être un peu moins raffinées, qui ne sont pas pour autant de mauvaise qualité, parce que ça je pense qu'il faut le souligner. Quelle que soit l'entrée de gamme en France, elle est d'excellente qualité et je crois qu'il faut le marteler. Et on a besoin d'élevages qui soient à l'échelle
pour produire 15 milliards d'œufs, je le rappelle, et 850 millions de volailles par an, quoi. Enfin, il en faudrait plus. Et donc, il faut prendre en compte le fait que tout ça, c'est un patchwork. Ce sera un peu le mot de la fin, Vincent Louot. On peut espérer que ce dont on a débattu ce matin, ce sera aussi au cœur des enjeux de la prochaine élection présidentielle et que l'agriculture et l'élevage seront au centre des débats. Pourquoi pas ? On peut toujours rêver. Il faut rappeler aussi le poids de l'agriculture dans le poids de la population. Donc on intéresse beaucoup moins les hommes politiques. Oui, mais ce qu'on mange au quotidien, ça intéresse tous les Français. Oui, mais c'est un secteur économique important pour la France. Non, c'est pas. L'agriculture et l'agroalimentaire. Non, mais vous ajoutez 2 fois 1,5 point de PIB, ça fait jamais que 3 points de PIB. Le tourisme représente 7 points de PIB, donc moi je veux bien qu'on compare l'agriculture en faisant les gros bras et en disant que c'est hyper important. Oui, pour moi c'est important parce que je suis agriculteur, je suis passionné d'aménagement du territoire, mais aujourd'hui je suis passionné aussi d'industrie. Je suis à France 2030, je veux pouvoir écrire une partition qui est autre chose que la décroissance. Donc moi, je vous remercie pour cette émission. Je crois en l'excellence de l'élevage français, avec des élevages qui sont à la taille et à la maille en fonction des territoires, qui n'ont rien à voir avec des méchants industriels comme on nous le dépeint en permanence. Et j'ai envie de dire, il faut qu'on ait de l'ambition pour ce pays et avoir de l'espoir. Et c'est comme ça qu'on aura des jeunes qui voudront s'installer. Ce n'est pas en faisant croire de faire 70 heures pour moins de 1 000 € par mois que vous allez attirer de la jeunesse dans ces métiers qui sont nobles. Merci Vincent Louot, on rappelle sénateur Horizon d'Indre-et-Loire, également éleveur de profession. Merci Emma Ducrot, journaliste à l'Opinion. Merci aussi à Géraldine Wössner qui nous a accompagnés, journaliste au Point. Merci à vous qui nous regardez. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir toutes nos actualités. Il y a souvent de nouvelles émissions, également les grands entretiens de l'écologie. N'hésitez pas à commenter, à liker aussi ces émissions qui sont des lieux de débat. À très bientôt sur notre chaîne Et si l'économie sauvait l'écologie. À bientôt.